Avec Benjamin Griveaux, porte-parole d'En Marche, Charles Becbédé, soutien de François Fillon, et puis nous sommes avec Daniel Simonet, porte-parole, nous a rejoint de la France insoumis de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne électorale. Justement, parlons de vos candidats, puisqu'on a un sondage aujourd'hui post-débat sur TF1 en attendant le prochain avec les 11 candidats qui sera organisé par BFM TV et CNews pour voir qui a plutôt pas mal fonctionné si ça fait bouger les curseurs. Il faut faire la synthèse finalement des sondages qui ont été publiés après le débat. Donc il y a celui des Labs pour BFM TV l'Express. Là je suis en train de regarder l'Opinionway quotidien. Il y a aussi l'IFOP, le Rolling qui est quotidien. Et ils disent à peu près la même chose, à savoir que concernant notamment Jean-Luc Mélenchon, il a indéniablement marqué des points. D'ailleurs, il a été jugé par les observateurs comme étant l'un des meilleurs débatteurs. Et semble-t-il, il est en train de rattraper le petit retard qu'il avait sur Benoît Hamon. Et maintenant, ils sont au coude à coude. Daniel Simonet, c'est votre... Alors, parfois, il peut être devant, voilà. Bon, mais en gros, le match entre Mélenchon et Hamon semble relancé. Et Benoît Hamon a perdu quelques plumes. Jean-Luc Mélenchon a plutôt repris du poil de la bête, non? Bon, vous savez que nous préférons nous mettre à distance des sondages, qui ont plus une vertu, entre guillemets, pas une vertu, mais un objectif prescripteur qu'autre chose. Mais ce qui est indéniable, c'est que Jean-Luc Mélenchon était bien au-dessus dans ce débat-là. Il a vraiment dominé le débat. Il a montré aussi qu'il était non seulement quelqu'un de forte conviction, mais qui était aussi vraiment totalement à la hauteur de la fonction présidentielle. Je pense qu'il était vraiment au-dessus des autres, et y compris qu'il donnait le ton, qu'il a vraiment modifié le déroulé du débat. Et c'est vrai qu'après la très grande réussite de notre marche pour la 6ème République, où nous étions 130 000 ce samedi. Ça, c'est vous qui le dites. Les 130 000, on peut écoutez, les on contester. était 2 millions selon les chiffres Fillon, ça dépend comment on compte. Et je peux vous assurer qu'on était... Non, Bruno Retailleau voit 200 000 au Trocadéro, mais vous, 130 000, on les voit pas non plus à la place de la République. Les journalistes ont même reconnu que c'était... Il y avait du monde, mais pas 130 000 personnes. La place de la République est pleine quand Jean-Luc Mélenchon prend la parole, et vous avez encore des gens qui sont en train de venir depuis Bastille. Donc c'était vraiment une mobilisation très forte. Et on le voit bien d'ailleurs sur le terrain. On le voit bien sur le terrain. Beaucoup de citoyens et de citoyennes qui hésitaient jusqu'à présent se disent, après ce débat-là, pourquoi Mélenchon qu'ils vont soutenir la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il y a un match entre Mélenchon et Hamon sur beaucoup de propositions, ils sont sur la même ligne. Donc ce match, pourquoi Mélenchon est peut-être en train de pas le remporter, mais en tout cas de s'affirmer comme étant plus clair vis-à-vis des électeurs de gauche? D'abord parce qu'il est plus clair, parce qu'il incarne une cohérence. Jean-Luc Mélenchon, depuis 2005, où il était donc engagé pour le non au traité constitutionnel européen, n'a pas arrêté d'être celui qui incarne la volonté d'une bifurcation écologique, prendre en compte l'intérêt général humain, celui qui a fustigé et dénoncé les politiques d'austérité de la part de ce gouvernement, qui a poursuivi finalement sur bien des points les politiques menées par Nicolas Sarkozy, et qui, dans le programme aussi, est bien plus cohérent pour pouvoir véritablement mettre en place la politique de défense des services publics, de redistribution des richesses. Il va falloir désobéir aux traités libéraux européens, qui est le grand point de désaccord avec Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, finalement, reste le candidat du Parti socialiste. Il reste le candidat du Parti socialiste. On a vu d'ailleurs qu'il y avait un petit congrès à un moment donné dans le débat entre Monsieur Hamon, Monsieur Macron, que le congrès se jouait à travers ces deux candidats. Non, beaucoup d'internautes l'ont vu. Tout le monde l'a vu. Et Mélenchon a fait une bonne vanne. Même si c'est vrai qu'à bien des reprises, on avait aussi l'impression que Monsieur Macron était Fillon compatible sur bien des sujets. Il faut savoir, alors il est socialiste, il est filloniste. Mais ça montre aussi toute l'évolution du Parti socialiste, qui, en ayant dans ce gouvernement et dans ce quinquennat Hollande continué la politique de Nicolas Sarkozy, et bien finalement est dans une normalisation libérale qui n'est pas celle de Monsieur Hamon, mais dont Monsieur Hamon, hélas, alors, est comptable. Alors, post-débat, les leçons du débat, Charles Becbédé, on a dit que Fillon avait eu du mal au début parce qu'il semblait être un peu cassé, un peu... Parce qu'il lisait les SMS un peu craintif également sur les attaques. Non, au contraire, moi je trouve qu'il a été très bon. Alors je reconnais que Jean-Luc Mélenchon a été un bon tribun, comme d'habitude. J'aime bien sa façon de s'exprimer. Mais il était trop dans l'arène, comme les trois autres, à part. Et donc, justement, François Fillon, il était un peu au-dessus. Il avait une stature présidentielle. Il était sérieux, posé. Et il a parlé des choses que veulent entendre les Français, c'est-à-dire des réformes structurelles majeures qu'il faut mener, de la lutte contre le communautarisme islamique, du régalien. Et je trouve qu'il a été vraiment le seul qui avait cette stature de futur président de la République.
Benjamin Griveaux. Alors Emmanuel Macron, c'est vrai qu'il avait beaucoup à perdre parce qu'on l'avait jamais vraiment vu dans cet exercice. On a remarqué effectivement qu'il pouvait être d'accord parfois avec Jean-Luc Mélenchon, parfois avec François Fillon, parfois avec Benoît Hamon. Mais pour une raison simple, quand François Fillon dit il y a un problème de dette dans ce pays, franchement, moi, j'ai pas de difficulté à dire que je suis d'accord qu'effectivement, il y a un problème de dette. Quand on aborde les questions de laïcité, moi, je n'ai pas de difficulté à être sur les positions qui peuvent être défendues par Jean-Luc Mélenchon sur la laïcité. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays où, pour faire bonne figure, pour être au-dessus des autres, pour se positionner dans le clivage gauche-droite, il faut absolument taper sur le type en face. Mais après, on a du mal à savoir qui est Macron. Écoute, non, pas du tout. Pas du tout. Je ne crois pas, en tout cas, c'est pas ce que disent les enquêtes d'après sondage, puisque c'est apparemment celui qui a été le plus convaincant, qui présente le projet le plus cohérent. Jean-Luc Mélenchon a été un bon tribun ce soir-là, pour la raison qu'évoquait Daniel Simonet, c'est que son offre politique, elle est hyper cohérente, qui dit la même chose depuis des années, et que donc les gens lui font crédit de ça. Quelle est la difficulté de François Fillon? C'est qu'il a changé 3 ou 4 fois de programme depuis novembre. Parce que non, les alliances vont bon an, mal an. Il a distribué les milliards depuis plusieurs semaines, quand même, dans les week-ends, pour faire un peu oublier des affaires. Sur la santé, moi j'ai toujours un peu de mal à comprendre ce qu'il souhaite réellement faire. D'ailleurs, le sujet a été évacué assez habilement par lui. Il a fait ça il a été de manière clair devant la mutualité de la santé. Oui, on aurait aimé qu'il le soit devant les millions de téléspectateurs lundi soir. Et donc, si vous voulez, évidemment, on peut avoir je prends un exemple sur des constats avec les autres. Je prends un exemple. Les fameuses 7 minutes que Marine Le Pen a dénoncées en disant... Pas 7 d'ailleurs. Non, pas 7, mais c'est bien d'accord. Bien sûr, mais c'est ce qu'elle a dit. Macron le creux. Voilà, Macron sur l'Europe. D'ailleurs, vous avez vu sur les réseaux sociaux, sa déclaration sur l'Europe fait le tour des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a du mal. J'ai relu ce matin. Sincèrement, j'ai rien compris. C'est-à-dire qu'il part de l'Europe, il parle un peu de la Russie, des États-Unis. On a raison, pas raison d'être alliés. Et au bout effectivement ça n'a pas duré 7 minutes de cette tirade, on avait du mal à comprendre quelle est sa position européenne. Il faut assumer que le sujet est d'une telle complexité que le résumé de manière très binaire, non, blanc ou noir, évidemment ça ne fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'on demande aux politiques, pardon. Oui, mais on comprend la proximité avec Vladimir. On comprend la proximité avec Vladimir Poutine du candidat Fillon. Et donc évidemment, lui, c'est la politique du Kremlin en termes de matière étrangère. Donc ça, c'est très simple. Mais donc simplement, sans doute fallait-il être plus concret. Et il le sera dans les semaines qui viennent sur le débat européen. On connaît ses positions. Il les a exprimées à de maintes reprises. Il est à Berlin. Il les a exprimées dans de nombreuses tribunes. Mais simplement, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois, les sujets sont complexes. Il faut assumer de prendre le temps de déplier. On ne comprend pas plus généralement. C'était totalement creux. Je peux dire quelque chose. Il y a eu quand même plusieurs interventions sur la deuxième partie. L'attaque de Madame Le Pen, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon n'en disent pas plus. François Fillon le fait. Mais les 3 candidats un peu de l'illusion ou du repli sur soi, pas un mot en 3h15 de débat sur le financement de quoi que ce soit. Madame Le Pen a peut-être trouvé qu'Emmanuel Macron avait été creux pendant 5 minutes. Elle a eu 3h15, donc elle a parlé 45 minutes, pas un mot sur le financement. Rien. Des cadeaux à tout le monde, 250 000 places. Benoît Hamon fait des cadeaux à tout le monde dans ses meetings à Paris-Bercy dimanche, c'était open bar. Là, Marine Le Pen, on va augmenter le minimum vieillesse, on va augmenter pour le handicap, on va augmenter pour tout le monde. Qui paye à la fin? Est-ce que vous pensez justement que les Français de Madame Le Pen... Benjamin Griveaux, nous avons fait, nous, une émission sur nos propres médias. Voilà, de 5 heures, justement, pour présenter mais il fallait le de faire manière détaillée, argumentée, avec nos... Non, parce que arrêtez, mais vous êtes vraiment... vous rabâchez ce que vous entendez sur on fait des punchlines à la Mélenchon. Au moins, soyez inventifs, parce que celles-là, elles sont un peu surchauffées. Bon, donc, c'est 5 heures sur le chiffrage du budget. Nous avions nos économistes, nous avions nos syndicalistes, nous avions nos citoyens experts qui ont permis de démontrer toute la cohérence de notre chiffrage. Mais s'il faut 5 heures pour expliquer les choses simplement, faisait le reproche à Emmanuel Macron de ne pas être capable de le faire en 2 minutes. Alors, soyez cohérents et que Jean-Luc Mélenchon le fasse devant des millions de téléspectateurs en 2 minutes. Tentez de faire sur Snapchat et on verra si son petit oral de l'ENA ne lui suffit pas dans les visions géostratégiques. Voilà, il faut creux sur les questions internationales. Le chiffrage de Mélenchon, ça repose quand même beaucoup sur de l'emprunt, si j'ai bien compris, c'est ça, on emprunte. Alors, là, c'est quand même pas très rassurant dans un pays déjà endetté. Non, on récupère les 80 milliards d'évasion fiscale, déjà. Ah oui, bon, enfin ça se fait pas comme ça. Personne n'y avait jamais pensé. Oui, excusez-moi, mais ça fait des décennies de retard, par rapport à la façon dont les Américains... Aux inspecteurs des impôts et au ministère du budget. C'est une insulte aux Cahuzac et compagnie qui ont toujours préféré finalement mieux défendre la finance que c'est long de récupérer l'argent. Au mépris de leur... Mais ça n'arrive qu'une fois les 80 milliards. Nous estimons qu'il y a un cercle virtueux, qu'à partir du moment où vous faites une
une politique en matière d'investissement et de relance de l'activité, Oui, mais vous eh empruntez bien oui, pour vous, ça. vous produisez à ce moment-là de l'activité Ah qui oui. permet d'augmenter les recettes comment de on l'État. augmente Et que l'activité chaque euro investi eh bien, rapporte bien plus qu'un euro en Ce termes qu'on de appelle la politique de la circulation. demande. Voilà. Et nous pensons voilà, que Sur la les hausse salaires, des salaires, donc, en par fait. exemple, En augmentant les eh bien, impôts. permet Donc, de c'est sûr, ça va développer le développer carnet de l'activité. commandes. Le carnet de commandes des petites entreprises, et ça permet de bien plus développer l'activité. Écoutez, même le FMI a fini par dire que les politiques d'austérité et les politiques de l'offre devenaient une aberration. C'est pas pareil. Austérité et offre, c'est pas pareil. Les politiques suis de bien l'offre, d'accord, mais c'est généralement, stimuler vous la remarquez, création elles vont d'entreprises, toujours de pair. permettre Elles vont aux toujours petites de pair. entreprises de où grandir. on met l'argent, C'est là ouais. que se fait la création d'emplois, vous le savez très bien. Mais oui, et résultat, C'est pour on ça a qu'il mis, faut pas les on a mettre mis en raquet 40 avec des impôts et des milliards taxes. de CICE, et finalement, c'est arrivé dans quoi? Dans les poches des actionnaires qui ont augmenté de 40% leurs Non, dividendes versés. non. Quels sont les salariés dans ce pays qui ont eu une augmentation de salaire à ça et la baisse du pétrole. Quels sont les salariés dans ce pays qui ont eu une augmentation de salaire aussi fantastique qu'ont pu en bénéficier les actionnaires, hein? Bon, on a eu des augmentations Voilà. de salaire Oui, dans la 40%. fonction publique d'ailleurs là cette 40%, année. ah ouais, ah bah oui. Oui, Moi qui suis bien moi supérieur qui à ce qui se suis fait Est-ce dans qu'il le faut reste de revoir l'Europe. la psychologue de politique l'éducation de profession, Est-ce oui. qu'il faut changer de curseur, je crois que effectivement, vous vous retourner moquez du vers une monde. politique de la demande, effectivement. Il faut faire les deux, mon capitaine. Parce que si vous ne faites que l'un au détriment de l'autre, eh bien, vous n'êtes pas sur les deux jambes qui ont fait que le modèle social français fonctionne. Emmanuel Macron, je prends le sujet du travail. Vous libérez d'un côté en simplifiant, en faisant en sorte que vous avez un ordre public social qui est fixé par la loi et après vous laissez de la liberté et vous faites un peu confiance à l'intelligence des salariés, des employeurs, dans les branches et dans les entreprises. Ça, c'est plus de liberté. Si vous ne faites que ça, c'est la loi La de loi la travail. jungle. Et donc en face, vous mettez de la protection, c'est l'assurance chômage pour tous, c'est l'investissement massif dans la formation professionnelle, qui est une espèce de plaisanterie dans ce pays. 15% des chômeurs bénéficient de la formation professionnelle, 85% ça bénéficie à des salariés, et plutôt à des cadres de grands groupes qui franchement n'en ont pas besoin. Donc vous la mettez au mauvais endroit. Donc vous mettez une liberté et vous mettez de la protection. Vous faites de l'offre et de la demande. Si vous ne faites que l'un ou l'autre, comme j'ai en face de moi, eh bien vous êtes bancal et vous n'avancez pas parce que vous faites du surplace par C'est définition. mignon tout ça. Monsieur le VRP d'Hubert. Charles Béguédé. Macron, il serait pas un peu normand là, un peu de ci, un peu de ça, et puis un peu de. C'est le fils de Hollande. Plus, un peu Mais de ça moins. fait C'est le 30 fils ans de qu'on Hollande. fait tout l'un Mais ou non, tout l'autre et ça marche pas. Mais c'est ça, c'est là où on n'est pas du tout d'accord. C'est que la France, elle est ultra étatisée. On est à 57% de dépenses publiques sur PIB et donc il faut 55,7. revenir à un niveau 55,7. normal, compatible avec la moyenne 70 européenne. milliards de dépenses On est publiques en supplémentaires avec sur-dépenses François publiques Fillon. et Non. donc on est en sur-prélèvement obligatoire. Non. Et on a bien sûr en plus des rigidités délirantes dans le Alors, marché le du travail. problème- Tant qu'on n'aura pas compris ça, et malheureusement, Et- c'est dommage parce qu'Emmanuel Macron, dans Et sa donc loi, vous libérez. la fameuse C'est ce loi que je vous Macron, dis. il allait beaucoup plus Et loin ce que je ce vous dis, programme. c'est que Son vous programme, libérez. vous mettez une un protection. ectoplasme par rapport à ce qu'il devrait faire. Il le sait très bien quand il était à la commission Attali également. Et donc ce qu'il faut, c'est des réformes structurelles, C'est ce qu'il radicales. propose. Et il n'y a que François Fillon qui les C'est propose. ce qu'il propose, Non, mais moi, il met je de la pense qu'il faut, au protection en face. contraire- François Fillon, c'est Il faut l'insécurité au pour tout le contraire monde. se préoccuper des besoins à satisfaire. Je vous prends un exemple. Moi, il y a un sujet qui me préoccupe énormément en ce moment, c'est les conditions dans les EHPAD. Vous savez, les établissements d'hébergement personnes âgées des personnes dépendantes. âgées dépendantes, où franchement, tous les échos qui remontent dans le pays, c'est une maltraitance institutionnelle potentielle. Et un Non coût pas, terrible. non pas parce que les personnels seraient mauvais, mais parce qu'on les met dans des situations de sous-effectif où l'attention ne peut pas être, ne peut pas être apportée. Alors, Parce c'est important. qu'on impose des politiques d'austérité à ces établissements-là. Et donc, il n'y a pas du tout trop d'emplois publics dans ce pays. Au contraire, il faut Si. créer les emplois qui répondent aux Beaucoup trop. besoins. Que ce soit par l'emploi public, que ce soit en encourageant les coopératives, que ce soit en soutenant l'artisanat et les petites entreprises, et arrêter ces politiques qui, pendant des décennies, ont beaucoup plus servi les multinationales. Et quand je vois le développement de l'ubérisation défendu par M. Macron, qui en est le meilleur VRP, c'est une catastrophe parce qu'on va organiser le remplacement de travailleurs en CDI par des travailleurs en auto-entrepreneurs, comme me l'ont d'ailleurs très bien explicité des chefs d'entreprise, notamment dans les entreprises de la livraison. Mais pas du tout. Vos candidats sortent d'un débat à 5. On voit 10 millions de Français donc qui sont passionnés. Mais qui a duré plus de 3h30. Voilà, par cette élection présidentielle. Ils attendent de voir quelle personnalité ils ont sur le plateau, quels sont les programmes défendus. Le prochain débat, ce sera à 11, avec les 11 Le personnalités 4 avril sur BFM TV. dont les parrainages ont été validés par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que vous en attendez, Benjamin Griveaux ? Est-ce que c'est utile pour la compréhension pour les Français ?
Je vais vous dire qu'à 11, on aura une plus grande clarté des débats et le temps d'expliquer les choses, sans doute pas. Je trouve pas anormal que les autres candidats qui ont obtenu les parrainages puissent faire valoir les idées qui sont les leurs. Ça a été dit d'ailleurs lundi soir par quelques candidats sur le plateau. De manière un peu hypocrite, Mais peut-être. je reconnais que, objectivement, même y compris en termes de réalisation, je souhaite beaucoup de courage aux Français qui vont regarder les 11 prises de position sur les sujets. Sans doute faudra-t-il traiter moins de thèmes, et donc ce sera un peu déceptif pour tout le monde, parce que tous les thèmes ne pourront pas être traités, à moins de prendre un lit de camp et un sandwich et un thermos, et là on y passe la nuit. Mais On commence plus tôt. objectivement, c'est un peu compliqué. 4 quoi. heures. Bon, ça ne sera pas un débat. Ça sera sera une certainement pas un débat, juxtaposition pareil, oui, c'est de monologues, et ça sera un concours d'éloquence. C'est intéressant. Mais il et est puis, personnellement, important. quand certains s'exprimeront, j'irai en profiter pour aller voir mon frigidaire. Et Ah bah, c'est du joli, ça. Ah bah oui. Eh ben, non, c'est du non, mais joli, c'est je des me dis, ah, bah alors. Non, mais c'est franc. On sait Non, mais les c'est- gars. non, mais au moins, il n'y a pas d'hypocrisie. Vous avez- non, c'est la Moi, sur les franchise. 11, C'est quand c'est franchement, il y en a- François Fillon, parce que il y en vous a- savez il y en a déjà ce qu'il va qui dire. m'intéressent pas du tout. Lesquels, les 4? Oh bah il y a Poutou, Artaud, Asselineau, Cheminade. Pour moi, ça sert Donc à les rien. 4 moments Dupont-Aignan, frigidaires. il a un discours qui est Mais qu'est-ce clair. qu'il va Il est manger, hein député-maire, il sait de quoi il parle. Jean Lassalle aussi, député-maire. C'est un Béarnais enraciné. Moi qui suis Béarnais, je ne peux que me féliciter qu'il ait réussi à passer les 500 parrainages. Donc là, ça m'intéressera. Et puis oh non, mais j'écouterai Jean-Luc. Hein, vous inquiétez pas. Bah, Et ce puis- sera le plus non, mais, brillant une fois de plus, alors. mais bien sûr. Non, mais est-ce que c'est important d'entendre Jean-Luc Mélenchon échanger avec Nathalie Arthaud, avec François Asselineau, avec Jean Lassalle? Est-ce que ça fait avancer le débat Mais écoutez, c'est la démocratie. Voilà, il y a 11 Est-ce que c'est la candidats. démocratie Il y a 11 candidats, donc bien sûr que ça va être très compliqué. Je n'ai pas du tout de solution et voilà, bon courage. Non, aux non, 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 journalistes non, qui vont vous animer cela. votez en touche, là, Mais, Daniel oui, Simonet. mais bien sûr, je botte en touche. Mais j'assume. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je pense. Elle Non. aimerait bien récupérer les voix d'Artaud et de Poutou. Mais écoutez, moi je respecte, voilà, je respecte Madame Arnaud, je respecte Monsieur Artaud, pardon, Monsieur Artaud, Poutou. déjà, je suis vous voyez, fatiguée. J'ai du mal à me souvenir des noms déjà. Non, non, non. Et Monsieur Asselineau et tous, ils sont candidats. Oui, mais Les ils sont citoyens tous et les. Mais non, ils sont pas tous gentils. Il y en a plein que je non, non. combats, notamment le vôtre. non, mais- Il faut le combattre au niveau des idées. François Asselineau pense quand même qu'Emmanuel Macron est un agent caché de la CIA, si vous voulez. Donc, mais c'est la ça va règle du être jeu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? il nous C'est l'a la règle dit du avec jeu. nous. Oui, mais ça, on connaît ces Mais C'est la règle simplement, démocratique. hein. Au-delà du problème du débat télé, bon, on avait renforcé les règles, hein, et finalement on se retrouve avec 11 candidats, c'est quasiment un record. Une fois on était à 16, mais 11 on est plutôt dans la fourchette haute. Donc est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on a besoin de 11 candidats sur la ligne de départ pour une élection présidentielle, sachant qu'effectivement Non. parfois il y a quand même des doublons, on parle de Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, c'est quand même à peu près les mêmes. Mais je vais vous poser une autre question. oui. Pourquoi est-ce que dans ce pays, c'est qu'au moment de l'élection présidentielle, qu'on organise des vrais débats, Ça, je suis d'accord projet avec vous. contre projet? Bonne question. C'est quand même une bonne question. Nous, Mais nous parce que vous savez critiquons. pourquoi? Parce que les candidats le refusent hors Non. Messi. Non, non, bah, Mais si. écoutez, les candidats. non, Écoutez, d'abord, vous me posez je la suis- question, voilà. nous, Non, mais c'est nous, votre réponse. nous- Mais non, alors, mais c'est pas ça, oui. parce que nous, on est dans les médias, on peut vous dire comment ça se passe. On Oui. propose des duels, des face-à-face, et à chaque fois, il y en a un des deux ou un des Eh bien, trois. moi, je vais vous qui a dire de toujours une mon bonne côté raison pour comment pas ça se venir. passe. Je vais vous dire de mon côté comment ça se passe, d'accord Il y a trop peu de débats et de débats politiques dans nos médias aujourd'hui. En plus, c'est pas vrai qu'ils invitent l'ensemble des formations. Je peux vous le dire parce que le nombre. Moi, je suis co-coordinatrice du parti de gauche depuis plus d'un an et demi. Je n'ai pas été invitée à beaucoup de matinales, hein, par exemple. Or, les homologues d'autres partis politiques l'ont été beaucoup plus. Et on a une logique de monarchie présidentielle. On a une logique de monarchie sa compagne. présidentielle. Non, mais regardez les comptes. Comparez les comptes de campagne, les comptes Vous êtes obsédé, hein. du CSA. Non, ça sera votre affaire. C'est vous qui avez des problèmes à ce niveau-là, Nous, on n'a certainement. aucun problème. De quoi vous Regardez parlez les comptes du CSA. De quoi vous parlez? C'est quoi les Regardez problèmes? les comptes du CSA et vous verrez que nous ne sommes pas du tout traités de la même manière. Mais c'est le problème de la logique de la monarchie présidentielle qui privilégie le débat politique pour l'élection présidentielle au lieu d'assumer de Tiens, d'un mot, respecter le parce débat qu'on entend- politique tout au long de l'année. Il nous reste 40 tout au long secondes d'un avant la quinquennat. pause, mais Benjamin Griveaux, on a entendu d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon interpeller Emmanuel Macron en disant il y a bien une chaîne qui peut nous organiser un duel. Vous seriez prêt à un duel santé. Écoutez, hors débat traditionnel tel qu'ils vont arriver les deux il autres? faudra demander aux deux protagonistes s'ils Non, veulent mais l'organiser. vous seriez pas contre? Écoutez, nous, on a Ça pas serait de difficulté intéressant, hein. à ne faire de débat Sauf que contre. c'est plus possible.
Sauf Ah oui. qu'on a Parce que les sinon, règles du derrière, on doit CSA. organiser Ouais, le non, CSA. avec les règles du CSA, c'est plus Emmanuel possible. Macron, vous l'aurez compris, Ça, c'est un il autre n'a problème. aucun problème à débattre avec Eh ben, tous les faut que candidats ce soit qui le pas, souhaitent en audio tête à tête. dit- La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on est Et si, on est obligé. Ah oui, Ça, de le non, faire en on peut public. pas. dans Nos une salle, on le fait au Zénith, nos propres chaînes, un nos duel propres chaînes. de Vous savez, gladiateurs. il est le seul à avoir fait l'exercice de grand La oral chaîne- devant la chaîne toute la YouTube. rédaction de Attends. Mediapart, dont on peut pas dire qu'elle soit macroniste pendant 3 heures sans aucune note. Et ça, il l'a fait avec un grand talent. Donc, Dans un grand instant, relevé. les 3 déclarations à vous faire écouter. Alors on y va pour les 3 déclarations à faire écouter dans un instant à Benjamin Griveaux, Charles Beigbeder et Daniel Simonet. Juste le temps de passer par Éric Brunet, Radio Brunet, qui est en tournée cette semaine. Et alors vous êtes chez un agriculteur qui s'appelle Laurent. De Châteauroux et à 50 km de Poitiers à peu près, on est dans le sud de l'Indre. D'accord. Voilà. Alors on va parler bien évidemment de la ruralité, passionnant. Et alors il y a une carte postale, ici c'est magnifique, c'est très très beau, il y a la Creuse, petite rivière qui coule juste à côté de l'école On communale, y c'est est. une gueule incroyable. On y Mais derrière la carte postale, beau, on va mais c'est s'interroger, est-ce que c'est facile de vivre à la Monsieur campagne? Pas forcément. Le Brunet-Métry est-il plus difficile de vivre à la campagne que dans certaines banlieues? Et si finalement, on est loin, par exemple, des services publics, des services sociaux. Et si c'était plus compliqué qu'on ne le pense de vivre à la campagne, voilà de quoi nous allons parler tout à l'heure avec mes invités à partir de 13h. 32-16 pour réagir avec l'ami Eric. Ici, on mettait les villes à la campagne, comme disait un auteur connu il y a bien longtemps. Oh, les 3 déclarations pour Charles Beigbeder, pour Benjamin Griveaux et pour Daniel Simonet. Première déclaration pour Charles Beigbeder, on vous fait écouter le président russe. Pour moi, M. Fillon est différent des autres hommes politiques. Il peut défendre son point de vue. Il le fait de manière constante. C'est en cela qu'il est un dur négociateur et bien entendu, un véritable professionnel. Ah bah, on comprend qu'il aime bien, puisque... Je peux rajouter une info de dernière minute. Vladimir Poutine vient de démentir les informations qui ont été publiées par le Canard enchaîné concernant le rôle qu'aurait eu François Fillon pour essayer de mettre en relation un milliardaire libanais et le président russe. Donc Très bien. décidément, Vladimir Poutine a choisi Fillon. Si Poutine le Non, dit, c'est mais, que ça doit être vrai. Fillon vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand Poutine était passé Premier ministre, Fillon était Premier ministre. Donc, ils se voyaient fréquemment. Et ça énervait Sarkozy, d'ailleurs. Et donc, ils ont noué une relation. Mais pour autant, je crois que ce qui est intéressant dans la candidature de François Fillon, c'est qu'au niveau des relations internationales, c'est quelqu'un qui pense, comme Disraeli le disait au 19e siècle en Angleterre, l'Angleterre n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Il faut revenir à cette vision des relations internationales et arrêter avec la politique internationale bisounours où il y a un camp du bien et un camp du mal. D'accord, donc y compris faire du business, même en servant d'intermédiaire Défendre les intérêts ou autre. de la France avant tout. D'accord. Quelles que soient les postures morales. Deuxième déclaration, c'est pour Daniel Simonet, c'est directeur de campagne justement de François Fillon, Bruno Retailleau. Mélenchon, c'est le retour en arrière. Voilà, c'est la révolution, caramba. Mais ce n'est pas un projet qui peut être appliqué dans un pays ouvert. Révolution caramba. Caramba, écoutez, tant mieux si Monsieur Rotaro en a peur de cette révolution citoyenne où nous proposons que le peuple puisse reprendre en main son destin avec son bulletin de vote à travers la convocation d'une assemblée constituante, de la même manière à travers la stratégie plan A, plan B pour désobéir aux traités libéraux européens où on propose qu'il y ait un référendum pour que le peuple, in fine, tranche si les négociations que Monsieur Jean-Luc Mélenchon entreprendra pour refonder l'ensemble des traités européens seront satisfaisantes ou s'il faudra mieux désobéir de ces traités, sortir de ces traités pour surtout ne pas se soumettre aux politiques d'austérité. Parce que l'indépendance de la France a besoin d'un peuple éclairé, motivé et à qui on ne demande pas simplement de voter et puis de laisser ses dirigeants finalement trahir leurs engagements pendant l'ensemble d'un quinquennat comme ça s'est trop souvent vu. Y compris la révocation des élus, y compris pour le président aussi. Bien sûr, mais d'accord. même la révocation Mais c'est à la des fin élus. du quinquennat, la révocation du président, parce que j'ai pas bien compris. La révocation des élus,
Ça existe déjà dans d'autres États, y compris dans des États américains d'ailleurs. La révocation des élus, c'est de se dire, à mi-mandat, s'il y a plus de X milliers de citoyens qui le demandent, donc il faudra se définir le nombre, ce sera le travail de l'Assemblée constituante, et bien qui le demande, il peut y avoir un référendum à mi-parcours, à mi-mandat, pour voir s'il faut démettre ou pas, faire démissionner l'élu qui a trahi. On va voter tout le temps avec votre système. On va voter. Parce qu'on vote déjà tous les ans quasiment en France, on les va voter bien municipales, les plus régionales. souvent. Pas un gage de stabilité. Ça va pas lasser les citoyens qui ont peut-être autre chose à faire que d'aller voter. Vous avez vu toutes les affaires, avec toutes les affaires qu'on a, eh bien oui, je pense qu'il y a une nécessité véritablement de refonder nos institutions, de les réécrire totalement avec une 6e République. C'est pas les institutions qui protègent les affaires, ce sont les hommes et les femmes. Et la déclaration pour la séparation du MEDEF et de l'État, voyez-vous. Il y a quelque chose de plus simple à faire. Par exemple, le ministre des Finances et du Budget, quand il présente son budget et qu'il ne le respecte pas et qu'il n'est pas respecté un an plus tard, il pourrait démissionner quasi automatiquement. Vous savez d'ailleurs que ce budget... Il n'y a pas besoin de le révoquer. Ça se fait en Hongrie. Mais vous savez que ce budget, c'est pas l'Assemblée nationale qui... Vous savez que ce n'est plus l'Assemblée nationale qui est souveraine pour le voter. Non, il faut que ça passe d'abord par la Commission européenne, qui va d'abord donner son avis dans le cadre du semestre européen et qui va exiger du gouvernement de revoir intégralement Non, qui va exiger du gouvernement de revoir sa copie. Cette perte de souveraineté n'est plus possible. Dernière déclaration, c'est pour Benjamin Griveaux à propos d'Emmanuel Macron. C'est quelqu'un dont nous avons très rapidement parlé il y a quelques instants. Il était avec nous lundi, ici en direct dans les GG. C'est François Asselineau qui veut parler d'Emmanuel Macron. Lorsque j'ai créé l'UPR, moi, le CSA m'a dit « Monsieur, vous avez 0 électeur, on verra quand vous en aurez ». Bon, maintenant, j'ai eu 190 000 électeurs. Monsieur Macron, pour l'instant, il a 0 électeur. Monsieur Macron, il a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines et des dizaines d'heures à la télévision et à la radio. Voilà. Et moi, j'ai eu droit, jusqu'à ce que je sois candidat à l'élection présidentielle, j'ai eu droit à 0 minute, 0 seconde. Voilà, donc il faudra qu'il réponde à cette interpellation, sûrement, Emmanuel Macron. Ah oui, je crois que ça va être même le cœur de sa campagne des 33 jours qui nous séparent du premier tour, de répondre à cette accusation de François Asselineau. Vous savez, François Asselineau, je vous l'ai dit tout à l'heure, il pense qu'Emmanuel Macron est un agent secret payé par la CIA pour déstabiliser le pays. De la même manière, il pense que l'opération au Tibet et la résistance contre l'Empire chinois est une opération américaine. Donc, il est fan des complots, François Asselineau. Donc nous, on est ravis de pouvoir, le 4 avril, avec 11 autres candidats, rencontrer le troisième type, parce que très franchement, il est tout sauf sérieux. Il est plutôt bon orateur, reconnaissons-le. Il est plutôt efficace. On voit ses affiches partout. Il a récupéré les 500 parrainages, ce qui est vraiment pas une mince affaire. Donc, il faut lui tirer son chapeau. Mais très sincèrement, la campagne ne se fera pas, je l'espère, sur du complotisme, des insinuations cachées, comme nous y avons eu droit lundi soir de la part de Benoît Hamon, dans un exercice, à mon avis, dont il aurait dû s'abstenir. Pourquoi ? Sur les financements cachés, sur vous la savez, transparence des vous souvenez, à Emmanuel Macron. Ouais, exactement. Vous vous souvenez du tweet qui avait été fait sur le compte Les Républicains, où Emmanuel Macron était représenté avec un nez crochu, à haute forme, la faucille et le cigare. Et ben moi, ça m'a franchement rappelé Benoît Hamon dans les insinuations. Quand vous accusez, soit vous donnez les noms, soit vous vous taisez. Et accuser... Non, mais vous pouvez pas dire ça. Laissez-moi accuser. Non, monsieur terminer. Hamon n'a fait aucune allusion antisémite. Arrêtez. Je ne vous ai pas. Je ne vous vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Benoît Hamon, quand il fait ses insinuations, quand il jette la suspicion, le doute, et qu'après il dit mais je vous fais confiance, monsieur Macron, mais il est devenu un peu dingue. Soit il fait confiance et il n'accuse pas, soit il accuse et il nomme. Et ça. Franchement, lundi soir, il s'est vautré. Franchement, l'héritier de François Mitterrand et de ses illustres prédécesseurs au Parti Socialiste, je pense que beaucoup de socialistes ont été très choqués. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a eu l'élégance de reconnaître que lundi soir, il y avait 2 personnes qui étaient mises en examen, François Fillon, Marine Le Pen, et que les affaires ne concernaient aucun des autres candidats. Là-dessus, je lui rends grâce. Merci, messieurs, dames, d'être passés par le Conseil des GG. Bonne campagne à vous toutes et tous.